documente les violences policières. Elle s'inquiète de l'extension du domaine de la surveillance. Le journaliste David Dufresne et Vanessa Codaccioni, politiste, sont nos invités. Mais d'abord, nous allons accueillir Mathilde, une jeune employée de McDonald's, licenciée après avoir alerté sur les violences sexuelles. Bienvenue dans À l'air libre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous, Mathilde. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va très bien, vous avez 21 ans, vous êtes employé d'un restaurant McDo au Havre, enfin vous étiez, car vous avez été licencié récemment après avoir mené une grève le 24 octobre 2020 contre les conditions de travail et les violences sexistes et sexuelles dans la chaîne de restauration rapide. Mathilde, d'abord une petite précision pour ceux qui nous regardent, vous ne souhaitez pas qu'on donne votre nom de famille, pourquoi ? Question d'un minimum d'anonymat, je pense. D'accord. Alors, l'important, c'est l'histoire que vous allez nous raconter. Elle se passe au McDo de la gare du Havre. Vous y avez travaillé 24 heures par semaine ces dernières années pour 800 €. Vous travaillez dans ce McDo depuis longtemps ? Au départ, j'ai commencé à y travailler en 2017. Puis j'ai démissionné après 6 mois pour partir à l'étranger. Et j'y suis retournée en 2018, en septembre 2018 du coup, jusqu'à décembre 2020. Donc depuis 3 ans déjà. Alors le 24 octobre dernier, je l'ai dit, vous avez mené avec 14 de vos collègues, tous très jeunes, moyenne d'âge 20 ans je crois, une grève contre les violences sexuelles, mais aussi contre les conditions de travail dans les cuisines. On vous voit sur cette photo là tout à gauche avec vos collègues et puis avec le masque comme tout le monde. Mathilde, à ce moment-là, pourquoi vous avez lancé cette grève ? Parce qu'en fait, on est à peu près une dizaine de salariés à subir du harcèlement sexuel depuis un petit moment déjà. Donc moi, depuis que je suis arrivée du coup en 2017. Et on a déjà alerté la direction. Donc un des harceleurs a eu une mise à pied de 8 jours en 2019. Mais suite à ça, il a quand même été élu délégué du personnel du restaurant. Et donc on a bien vu que la direction en fait ne faisait rien. Donc on a décidé de faire la grève afin d'exprimer notre mécontentement face à cette situation. Et donc, durant cette... Et d'abord, ce qui vous a poussé même personnellement à faire cette grève, c'est des commentaires parfois très crus concernant votre personne. C'est ça, concernant notre personne et surtout notre physique aussi, en étant femme. Et des gestes déplacés aussi pour certaines équipières. Et des remarques à caractère sexuel, en réalité. C'est ça, exactement. Ouais, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, on peut tout lire dans l'enquête de Redidja. Est-ce que c'était la première fois que vous faisiez grève ? Tout à fait, oui. Oui. Et c'était la première de la franchise de M. Gilles Saunier. Parce que, en effet, à McDonald's, la grève, c'est pas vraiment quelque chose d'habituel. C'est ça. Alors, donc vous faites grève le 24 octobre, vous débrayez, vous travaillez plus. Quelle est la réponse de la direction une fois que vous faites grève ? Alors, la direction avait l'air choquée. Mais ils ont tout de même accepté de nous payer du coup les heures de grève ce jour-là. Et au premier abord, ils avaient l'air plutôt compréhensifs. Et surtout, ils nous ont promis pas mal de choses qui, au final, je pense qu'on le verra plus tard, n'ont pas été très respectées, quoi. Ouais, alors, on va le dire, d'ailleurs, la direction a reconnu qu'il y avait des problèmes de harcèlement sexuel dans cette franchise. C'est une franchise de plusieurs restaurants, en fait, au Havre, mais spécifiquement dans ce restaurant. Tu as interrogé Redidja Zerouali de Mediapart, qui est avec nous et qui enquête sur McDonald's. Redidja, tu as interrogé la direction de McDonald's, de cette franchise, et ils le reconnaissent. En effet, ils disent, dans le cadre de l'enquête, des entretiens individuels ont été menés avec l'ensemble des salariés, ont fait l'objet d'une synthèse réalisée par la médecine du travail. Et oui, les conclusions de l'enquête ont confirmé un certain nombre de comportements relevant de harcèlement sexuel. Et donc, la franchise a annoncé des sanctions. Redidja, donc tu couvres depuis longtemps cette question des violences sexistes et sexuelles et du climat de travail en général chez McDonald's. Ça s'est passé comment sur place ? Est-ce que la direction a été surprise ? Est-ce qu'ils ont essayé de dialoguer ? On voit qu'ils ont reconnu des cas de harcèlement. Ça dépend de ce qu'on entend par la direction, parce qu'en fait, quand moi je suis arrivée le jour de la grève, le 24 octobre, le directeur adjoint s'est montré très sec, pour le dire le plus poliment possible, avec les salariés, il a complètement refusé de discuter avec eux. Et en fait, des représentants de la franchise de Gilles Saunier, donc en l'occurrence Stéphane Louzon et Nathalie Lacroix, sont venus en fait pour parler aux salariés, donc 2 salariés de McDonald's, la représentante de la CGT au niveau local et le représentant de la CGT à McDonald's que nous avons interrogé, Loïc Roldan. Et là, ils étaient plutôt compréhensifs
ils ont écouté les salariés et ils ont promis pas mal d'avancées. Voilà, parce qu'il faut bien le dire, à chaque fois, McDonald's, c'est d'ailleurs une partie du problème, on y reviendra après, il y a beaucoup de franchises, hein, et donc l'entreprise a dit souvent on refuse le harcèlement sexuel. Ça n'empêche pas que dans des plus petites franchises qui ne sont pas directement liées juridiquement à McDonald's, il peut y avoir des cas comme celle-là. Alors cette grève que vous avez faite, Mathilde, elle a payé en fait, hein, vous l'avez dit, il y a eu quand même le paiement des heures de grève, le fameux délégué du personnel mis en cause qui a perdu son statut, même donc une enquête interne a été ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après ? Alors en fait, du coup, lors de l'enquête, il faut savoir que, pour ma part en tout cas, j'ai eu des entretiens formels et informels. C'est-à-dire que les entretiens formels, bien sûr, on était convoqués 7 jours au préalable, comme la loi l'exige, etc. Cela, en gros, la directrice des opérations, elle me contredisait souvent, en fait. Et lorsque je lui apportais une réponse qui ne lui plaisait pas, elle insistait et répétait la question jusqu'à ce que ma réponse lui plaisait. Et j'ai également été conviée du coup à des entretiens informels, donc avec le franchisé lui-même en personne et toujours la directrice des opérations, et où en fait il portait beaucoup de jugements de valeur sur ma personne et où clairement ils essayaient de m'intimider un petit peu. Et donc à la suite de ça, vous avez été licencié, C'est ça. sans préavis et sans indemnité. Qu'est-ce qui vous a été reproché ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? On verra la réponse qu'a fait McDonald's après, mais qu'est-ce qui vous a été reproché ? Et pourquoi, à votre avis, comment vous voyez les choses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il faut savoir qu'avant la grève, j'avais plutôt une bonne relation avec la direction. Ils m'ont jamais reproché ni mes méthodes de travail, ni mon travail en lui-même. Mais vous avez un peu mené cette grève d'une certaine façon. Vous étiez au contact de la direction pour cette grève. Ouais. Et bizarrement, justement, après cette grève, ils ont décidé du coup de me convoquer pour un entretien préalable au licenciement pour faute grave, pour un like sur les réseaux sociaux et pour des messages qui sont dans la sphère privée, qui étaient sur Facebook, mais sur Messenger, donc qui est un cadre privé. Mais pour eux, c'est les excuses du coup qu'ils ont trouvées pour me licencier. Alors justement, on va regarder à Redidja. Tu as contacté toi la direction de cette franchise. Elle se défend, cette direction, de vous avoir, Mathilde, licencié pour avoir participé à la grève. Elle dit, vous concernant, sans aucune relation avec les événements du 24 octobre, donc la grève, une procédure a été menée conformément au droit du travail, consécutivement à des faits graves d'insultes répétées envers des managers et d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes convaincue, Mathilde, par ces explications ? Pas vraiment, non, parce que déjà, sur ce qui en est des réseaux sociaux, en tout cas, moi, je n'ai jamais écrit quelque chose diffamant la société en public. Et même en privé, c'était juste des messages à mes collègues qui reviennent encore une fois de la sphère privée. Et j'ai jamais incité quelconque violence ou quelconque haine sur quiconque personne qui travaille dans ce McDo-là. Du coup, à votre avis, pourquoi vous avez été licenciée ? Parce que j'ai trop ouvert ma bouche selon eux et parce que ils ont vu qu'aujourd'hui, on était prêt à refaire la grève si jamais les choses ne se passaient pas comme prévu. Et puis ils ont voulu éviter ça afin de ne pas eux-mêmes se retrouver dans le pétrin. Alors Redidja, je me tourne vers toi. Maintenant, ce que décrit Mathilde au Havre, bien d'autres salariés le racontent en réalité. En octobre dernier, avec nos confrères de Street Press, tu as publié une série d'enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles à McDonald's, avec près de 80 témoignages d'employés à l'époque. On voit à l'époque la une de Mediapart. Parmi eux, Laure, victime d'un viol par son manager. Ça a été un peu compliqué les rapports. Je sentais qu'il avait des remarques, des gestes, juste des regards aussi très déplacés vis-à-vis des équipières. Moi, je sais qu'à un moment donné, il est venu me dire, parce que j'avais changé de groupe, c'est quand qu'on baise. Quand on se retrouvait en petit groupe avec les autres équipiers, à un moment donné, il est devenu très insistant. Et voilà, et ça devenait très compliqué à gérer parce que je ne savais pas comment lui dire non, puisque c'était mon manager. Et parce que du coup, je me disais, si je refuse quelque chose, il va se venger au travail. Si j'accepte, dans tous les cas, je suis foutue. Parce qu'il aurait un truc contre moi, je ne sais pas. Je ne savais pas trop comment réagir vis-à-vis de lui. Il y a un soir où il se montre particulièrement violent. Je ne vais pas vous faire raconter le détail, mais est-ce que vous pouvez me raconter très brièvement la soirée et ce qui s'est passé après ? Donc du coup, la soirée, on était pas beaucoup d'équipiers du McDo qui se sont retrouvés après la fermeture, avec donc du coup le manager. Pour faire une petite soirée, on va dire. Et puis donc du coup, on est allé chez une collègue. Et à un moment donné, je me retrouve toute seule avec lui et il commence à devenir très insistant. Et j'ai beau lui dire que non, que je veux pas, que moi j'ai un copain, lui il a une copine et que dans tous les cas, je me voyais pas faire ça, que je n'avais pas envie. Et il a quand même insisté et au final, j'ai pu trouver la force de le repousser. Et du coup, après, j'ai pas... Voilà.
Et sur ce plateau, à l'époque, Myriam, porte-parole du collectif McDroit, avait expliqué que ce que racontent Laure et d'autres n'est pas du tout un cas isolé. Quand les salariés osent parler, en parler surtout à la direction, aucune mesure n'est prise, aucune sanction n'est prise. Et face à un peu ce mur, en fait, les salariés sont vite poussés à démissionner, voire parfois sont harcelés, en fait, et prennent un retour de bâton sur le fait qu'elles osent parler. Face aux nombreuses paroles, aux nombreuses victimes qui osent parler, personne n'agit pour les protéger. Mathilde, ces témoignages, est-ce qu'ils font écho à ce que vous vivez, à ce que vous entendez dans les restaurants McDonald's? Oui, complètement. C'est surtout qu'en fait, je pense que moi, je suis un cas aujourd'hui qui est médiatisé, sauf qu'il y en a énormément qui sont dans l'ombre. Et ce n'est pas du tout un problème qui est singulier au restaurant dans lequel je travaillais, ni à la franchise dans laquelle je travaillais, mais c'est plutôt un cas qui est similaire dans tous les McDonald's du monde même, je pense. Et c'est triste de le dire, mais Dans beaucoup, en tout cas, selon l'enquête, en effet, de Radija, au moins pour ce qui concerne la France, oui. Oui, c'est ça, et malheureusement, ça ne m'étonne pas. Ouais. Comment vous décririez un peu ce climat? C'est quoi? C'est des remarques? Donc on en voit parfois des cas d'agression sexuelle ou de viol pour Laure. Comment vous décririez ce climat? Bon, en fait, là-bas, ils essayent d'avoir une relation qui est plutôt amicale, c'est-à-dire qu'on se tutoie tous, on est tous, oui, c'est ça, plus ou moins amical, il y a beaucoup de soirées qui se font les uns chez les autres, tout le monde est invité. Et en fait, du coup, c'est vrai que ça instaure un peu le climat de « ok, lui, il m'a fait ça, sauf que vu qu'il est ami avec tout le monde, dont mes amis et aussi moi, du coup, je ne veux pas le mettre dans le pétrin, je ne veux vraiment pas lui causer du tort pour sa carrière ou pour même lui au sein du restaurant. » Et du coup, c'est vrai que ça donne beaucoup moins de place à la parole lorsque ce genre de choses se passe, quoi. Ouais, une sorte d'ambiance familiale sur le papier. Redija, à l'époque, quand tu avais publié ces enquêtes avec Street Press, McDonald's, la direction, la multinationale McDonald's en France avait réagi en disant, face à l'ampleur des cas que vous racontiez, témoignages anonymes, témoignages à visage découvert, ils avaient dit condamner avec une grande fermeté tout comportement à connotation sexuelle et sexiste, avaient aussi parlé de fausses accusations dans vos enquêtes. Un petit commentaire là-dessus. Et surtout, depuis, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que ce que vous avez décrit, ça a eu un impact? Est-ce que ça a changé des choses? Est-ce qu'il y a eu des procédures, des enquêtes? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? C'est ce qui a été promis en tout cas par McDonald's, qui dans un premier temps, et je tiens quand même à le rappeler, avait nié en fait la réalité de l'ampleur du problème qu'on avait décrit dans nos enquêtes. Donc plus de 5 enquêtes en tout entre Street Press et Mediapart, et qui après en fait avait donné lieu à de nombreuses enquêtes chez nos confrères, etc. Donc c'est vraiment un problème assez récurrent à McDonald's, France et monde, puisqu'il y a une plainte qui a été posée à l'OCDE à ce sujet sur le harcèlement sexuel et les violences sexuelles et sexistes à McDonald's. Et donc, sur le moment, ils ont un peu dit que nos révélations n'en étaient pas réellement. Puis, quelques semaines après, ils sont un peu revenus sur leur dire, par exemple, en instaurant une note interne qui appelait à la fin de la jupe obligatoire dans les restaurants où c'était encore le cas, qui demandait aux directeurs de restaurants et notamment aux franchisés d'appeler les salariés trans par leur prénom d'usage et pas par leur dead name, c'est-à-dire le nom qui leur a été donné à la naissance et qui ne représente pas le genre dans lequel ils sont. Mais sur cette ambiance de travail, sur ces remarques, sur cette ambiance que tu décris très bien, ce que Mathilde décrit bien, c'est une ambiance sexiste au sens très large, quoi, dans les cuisines, dans les restaurants. Ça, là-dessus, il y a eu des mesures? Ils ont promis des enquêtes internes dans les restaurants où il y avait des problèmes et une prise en compte plus globale en signant ci et là des pétitions qui les regroupaient avec d'autres entreprises internationales. Mais dans les faits, à Mediapart, je sais que c'est aussi le cas dans d'autres médias et que le collectif McDroit aussi c'est le cas, on continue à recevoir quasiment chaque semaine des alertes de salariés qui vivent des situations très compliquées de harcèlement sexuel et sexiste à McDo. Merci Redija. Mathilde, je vous donne la parole pour la fin. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant aussi? Je pense qu'aujourd'hui, si jamais vous êtes victime de harcèlement, quel que ce soit, il ne faut pas hésiter à en parler. Et c'est seulement en fait en parlant et puis en dénonçant ces faits que ça pourrait s'arrêter. Et surtout, j'aimerais bien que McDo France réagisse un petit peu à tout ça parce que je ne suis pas seule. On est beaucoup dans ce cas-là et on attend vraiment quand même que notre employeur fasse quelque chose afin de pouvoir changer ceci.
Afin que ce genre de situation n'existe plus. Merci beaucoup Mathilde. Et d'ailleurs, message passé à la direction de McDonald's. S'ils souhaitent venir sur ce plateau et s'entretenir avec nous de tout ça, ils sont bienvenus. Merci beaucoup Mathilde. Bon retour au Havre. Merci Redidja de Mediapart. On lit tes enquêtes sur Mediapart, évidemment. On accueille tout de suite nos deux invités, Vanessa Codaccioni et David Dufresne. Bonjour à tous les deux, prenez le temps de vous asseoir. David Dufresne, je crois qu'on te connaît ici, tu es journaliste, essayiste et réalisateur. Vanessa Codaccioni, bonjour, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8 et vous venez de publier La Société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire, tout un programme aux éditions Textuel. Alors David, on connaît évidemment ton travail sur les violences policières depuis plus de 2 ans, dès le début du mouvement des Gilets jaunes en réalité. D'abord sur ton compte Twitter, puis sur Mediapart. Tu as documenté les violences policières avec ce mot-clé devenu emblématique, Allo, place Beauvau, un mot-clé pour demander des comptes au ministère de l'Intérieur, demander des comptes à la préfecture de police. Travail devenu référence pour nombreuses institutions internationales, Nations Unies, Conseil de l'Europe, le Parlement européen, aussi de nombreux médias, même dans le monde. Alors, depuis novembre 2018, toi, tu dis que nous avons assisté à, je cite, une répression française contre les Gilets jaunes et les manifestants en général. Répression française que tu as documentée dans un film, Un pays qui se tient sage, c'est son titre, sorti à la fin de l'été dernier. On regarde un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son deal ? Vous me laissez bosser ! Je suis journaliste ! Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence ? Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence. Nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser ? Est-ce qu'on vous laisse saccager ? Et moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre ? Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La question des violences policières, elle acquis une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Et nous ne pouvons pas être tous d'accord. Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violente ? Qui a la légitimité statutaire de dire vous êtes violent ? Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement ? Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal ça ? Arrêtez ! Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État. Et ce film, évidemment, à Mediapart, on vous le conseille. David, avons-nous, ces 2 dernières années en France, vécu un déferlement historique de violences policières ? Et petite question, après, est-ce qu'il y en a eu plus ? Ou alors est-ce qu'elles ont été rendues plus visibles parce que les citoyens ont plus filmé ces violences, parce que tout le monde en parlait plus ? Alors, il y a un phénomène extrêmement important qui est évidemment les Gilets jaunes. Le fait d'avoir des manifestations récurrentes, hebdomadaires, et donc des moments de friction, ça a forcément amené plus d'accidents, plus d'incidents, plus de drames, puisqu'il y a eu des morts. Au cœur des villes. Au cœur des villes, etc. Et de ce point de vue-là, le maintien de l'ordre, on va dire, pour aller très très vite, effectivement, il a changé en France, il est devenu beaucoup plus brutal. Pour tout un tas de raisons, l'armement, la doctrine, l'emploi des troupes, la formation, les ordres, la communication ministérielle, la communication présidentielle, où on a lâché les policiers vraiment de manière, de mon point de vue, inconsidérée, en tout cas qu'on n'avait pas vu depuis au moins 50 ans sur le sol métropolitain. Donc là, on parle bien de manifestations sociales. Parce qu'en fait, il y a d'autres types de manifestations. Il y a les manifestations festives, il y a et puis il y a tout ce qu'on peut appeler le maintien de l'ordre dans les quartiers, qui est en train d'apparaître, alors qu'il existe depuis 30-40 ans qu'il y a un véritable problème entre les quartiers et la police et qu'il y a des violences policières extrêmement nombreuses depuis 30 ou 40 ans, mais qui étaient peu ou pas ou mal documentées, qui n'attiraient pas forcément l'attention de certains médias et donc qui étaient oubliées. Là, aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'historique. C'est un débat sur la place de la police, comme jamais. On n'a jamais, je parle sous le contrôle de Vanessa qui connaît ça admirablement, de mon point de vue, on n'a jamais autant parlé en France
et en fait dans toutes les démocraties, mais notamment en France, autant de la police, de son rôle, de sa place, de sa nature, qui est très particulière en France. C'est ce qu'on a vu un peu dans la bande-annonce, puisqu'il y a une confusion entre l'État et la police, du fait que la police soit nationale. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en Suisse, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, etc., où les polices ne sont pas nationales, ne représentent pas l'État. Et donc, ici, elles représentent l'État. Et aujourd'hui, on peut le dire, à l'instant, Darmanin a annoncé, enfin, en tout cas cet après-midi, qu'il allait ouvrir le Beauvau de la sécurité le 25 janvier. C'est bien la preuve que au sommet de l'État, Macron lui-même a dû descendre dans l'arène, a dû donner une interview de 2 heures à brut, dont presque une demi-heure consacrée à cette question-là. Donc ce qui montre bien que jamais, depuis 50 ans, la question policière n'a été autant discutée. Et c'est, d'une certaine manière, c'est effroyable, mais c'est tant mieux. Voilà. On va y revenir, mais jamais depuis 50 ans, nous dit David Dufresne, on a vu un tel déferlement et à la fois justement cette centralité nouvelle de la question des violences policières dans le débat public. Vanessa Codaccioni, vous avez publié un livre là-dessus, d'ailleurs aussi l'an dernier, qui s'appelait « Répression, l'État face aux contestations politiques ». Vous êtes d'accord ? Je suis parfaitement d'accord. Moi, j'avais travaillé sur la répression depuis, en gros, la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup travaillé sur la répression anticommuniste notamment, puis la répression pendant la guerre d'Algérie. Il y avait des formes de répression horribles, on pense au 17 octobre 61 notamment. Mais là, ce qui se passe, c'est que la répression, elle est massive et elle va toucher un ensemble de gens extrêmement différents. Des étudiants, des lycéens. On avait vu avec l'affaire de Mantes-la-Jolie. Il y a eu des journalistes sont aussi visés par la répression, les manifestants, des avocats peuvent être aussi visés par la répression. Donc, le filet des personnes qui peuvent être pris s'élargit et en même temps on élargit aussi les filets de la répression. Il y a les violences policières mais il ne faut pas oublier les violences judiciaires avec la multiplication, les milliers de gardes à vue qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes et puis qui ont donné lieu à des comparutions immédiates, le nombre de procès, des militantes et des militants condamnés à de la prison ferme, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, en tout cas dans ces proportions-là, et puis la stigmatisation politique. Ça fait très longtemps que les luttes n'ont pas été autant stigmatisées, c'est-à-dire assimilées à de la violence criminelle, assimilées à du terrorisme, c'est ce qu'on voit aussi dans des moyens d'action qui sont utilisés contre les militantes et les militants, mais aussi assimilées à des fous. Les militants sont fous, c'est de la folie, c'est une foule haineuse, ce que disait Emmanuel Macron. Et on peut rajouter évidemment ce déni des violences policières par ailleurs, c'est-à-dire que les faits se passent et en même temps le discours officiel nous dit qu'il n'y a pas de violence policière, ce qui rajoute un peu à cette confusion générale. Et de la répression. Macron dit on ne peut pas parler de violence policière, mais on ne peut pas parler de répression non plus, ce qui est quand même on est absolument... face en fait, cette réalité. Ouais. David, c'est-à-dire que c'est là aussi la preuve qu'on est dans un moment charnière, c'est-à-dire qu'il y a ce débat qui a lieu et en même temps, pour employer l'expression consacrée, le législateur, voire le gouvernement, essaie de passer des lois qui empêcheraient le débat. La loi sécurité globale, c'est bien ça, elle ne touche pas uniquement les journalistes. En réalité, ceux qui sont vraiment visés sont les citoyens. On veut dire aux citoyens, arrêtez de filmer, arrêtez de diffuser. Parce qu'il faut taire ce débat. Or, c'est trop tard. Le débat, il a lieu. Il a eu lieu aux États-Unis. Il a même été un des enjeux de la campagne des élections, je parle, sous votre contrôle, puisque tu es un ancien correspondant aux États-Unis. La police... cité, politique, tout ça c'est la même racine. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu politique, je pense, majeur. Donc, il y a d'un côté ce débat qui explose et de l'autre côté, des syndicats qui sont de plus en plus véhéments, des syndicats de police de plus en plus véhéments, de plus en plus farouches, qui refusent le débat pour la plupart. Aidés en cela par des législateurs qui voudraient empêcher la diffusion d'images de pratiques policières, etc., etc. Alors David, sur Mediapart, ce travail de collecte et de vérification des violences policières s'est matérialisé par un module qui s'appelle Allo Place Beauvau. Depuis novembre 2018, écris-tu une répression française avec des images, préviens-tu, parfois très dures. Un ensemble où tu recenses d'abord la typologie des signalements, 933 à ce jour, 4 décès, 353 blessures à la tête, 30 éborgnés, 6 mains arrachées. En
grande partie, on l'a dit, des manifestants, mais aussi parfois de simples passants. Tu recenses aussi les armes en question, hein, on en parle tout le temps, le LBD, la grenade GLI-F4, les grenades de désencerclement. On a une chronologie, une typologie des signalements et aussi une liste des signalements à chaque manifestation des Gilets jaunes. On a eu parfois jusqu'à 66 signalements, je crois, par manifestation, dans une manifestation, l'acte 23, le 20 avril 2019. Alors David, tu avais commencé ce travail il y a quelques mois, quasiment un an, je crois, un an. Deux ans. Donc 2 ans sur Twitter et puis après tu l'avais étendu voilà sur Mediapart. Sur Mediapart, ça va faire dans quelques jours 2 ans. Alors ça aurait fait 2 ans. On va et dire. alors tu as une petite nouvelle à nous annoncer parce que ce module-là, cette recension-là, ça s'arrête à l'Oplace Beauvau. Alors bien sûr, tu vas continuer à suivre les violences policières. On rassure ceux qui nous regardent. Nous, on va continuer évidemment à Mediapart à documenter les violences policières plus que jamais. Mais d'abord, pourquoi ça s'arrête et voilà pourquoi ça s'arrête et comment ça se transforme. Ça s'arrête après des discussions parce qu'en fait derrière Allo-Place Beauvau il y a des copains, infographistes, cartographes, informaticiens, data journalistes, etc. Ça nécessite beaucoup de travail. Ça nécessite beaucoup de travail. Donc on avait un peu arrêté, et puis on a repris, et puis bon voilà. On a considéré que démonstration était faite, c'est-à-dire que l'idée que, évidemment, qu'il y a un problème systémique, évidemment, que le discours qui consisterait à dire qu'il y aurait quelques brebis galeuses dans le troupeau police, ça ne tient absolument pas l'épreuve des faits. Et par ailleurs, c'est une expression qui est extrêmement malheureuse, qui est employée par les syndicats, par les ministres. Parce que quand il y a des brebis galeuses, on abat le troupeau. Donc de toute façon, ça pose la question, si je puis dire, de la police en tant qu'institution. Et Allo-Place Beauvau, ça a été énormément de travail, énormément de pression, y compris psychologique, de travailler avec les victimes, etc. Voilà, on pourrait continuer ad vitam aeternam. On considère que démonstration est faite, qu'il faut inventer d'autres choses, trouver d'autres moyens de mettre l'accent sur les violences policières. Si aujourd'hui, des gens qui nous regardent ont envie de reprendre, ils peuvent reprendre, je veux dire, c'est pas breveté. Si des gens ont envie, par exemple, d'accentuer plus, par exemple, sur les violences dans les quartiers, allez-y, foncez. Et tu seras prêt à les aider. Ah ben bien sûr, voilà. Mais il faut, et puis je crois aussi qu'il faut qu'il y ait d'autres visages, qu'il y ait d'autres énergies autour de ces questions-là, qu'il y ait d'autres perspectives, d'autres regards. Donc en effet, on arrête au 964e signalement, je crois. Il n'y avait pas de raison d'aller à 1000 pour des raisons symboliques. On n'a jamais été là-dedans. On n'était pas dans le voilà. Donc on arrête, Mediapart va continuer puisque voilà, il y a des gens comme Camille Polony, Pascal Pascariello, David Perrotin qui sont extrêmement calés sur cette question-là et qui vont absolument continuer. Là-dessus, il y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, ça je te confirme. Vanessa Codaccioni, ce travail-là, qui est un des travaux emblématiques de cette période-là, il y en a eu d'autres, il y a aussi beaucoup de journalistes citoyens qui ont filmé évidemment les manifestations et on les salue ici, parce qu'ils sont souvent ciblés eux aussi, et dans les manifestations physiquement y compris. Vanessa Codaccioni, ce genre de travail-là, est-ce que vous pensez que ça a vraiment contribué à ouvrir quelque chose, une nouvelle conversation sur les violences policières en France ? J'en suis absolument persuadée. C'est-à-dire que c'est un travail essentiel, mais qui va effectivement se cumuler avec d'autres initiatives, d'autres images, d'autres chiffres. Je pense en particulier au travail de Bastamag, notamment sur les violences policières, qui avait recensé le nombre de morts, avec des graphiques aussi. Tout ça, mis bout à bout, contribue à une visibilisation inédite des violences policières, visibilisation qui est reprise non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et on a vu ô combien les images des violences policières en France étaient diffusées à l'étranger et donnaient une mauvaise image de la France, et donc du gouvernement, et donc de la gestion autoritaire de la France par Emmanuel Macron. Et ça fait bouger les choses. C'est-à-dire que non seulement les citoyennes et les citoyens se rendent compte que la police est violente, mais qu'il y a des ordres qui sont donnés et que c'est pas des brebis galeuses, comme le disait David, mais ça aussi, ça oblige les gouvernements à réagir, à se justifier, à se légitimer, Mais malheureusement, et c'est ce dont on discutait avec David tout à l'heure, on voit que ça ne les arrête pas dans leur visée répressive. Alors, Vanessa Codaccioni, vous intervenez dans le film de David dont on a vu la bande-annonce, avec une réflexion à la fois sur la répression, qui est une réflexion que vous avez, mais aussi une réflexion en ce moment qui est parallèle, connexe, on pourrait dire, celle du renforcement de la surveillance dans notre société. En quoi ce moment de répression
historique, on a dit, est aussi un moment où la surveillance s'est accrue. Quelle forme ça prend? En fait, il y a la répression visible, très visible, c'est les violences policières. Et puis il y a d'autres formes de répression plus invisibles, voire invisibilisées. C'est le cas de la garde à vue. Personne ne vous voit, sauf votre avocat. Et dans ce cadre-là, il y a une invisibilisation de la répression qui prend de plus en plus de place. C'est la multiplication des techniques intrusives de surveillance et de récolte des données des citoyennes et des citoyens. Alors, des exemples. Des exemples, les empreintes ADN, la surveillance de vos communications téléphoniques, la géolocalisation des téléphones portables, la reconnaissance faciale. Donc, on va utiliser notre corps à des fins sécuritaires pour nous prélever des informations sur nous-mêmes, pour remplir des fichiers, pour renseigner l'État, les gouvernements, les institutions de répression sur qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on lit, quelles sont les personnes avec lesquelles on échange. Donc il y a vraiment une massification de la surveillance de l'État sur les populations. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces données? Eh bien justement, c'est la question, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles viennent remplir des fichiers, nourrir des dossiers, et puis, en fait, ce qui compte en réalité, c'est les dispositifs. Une fois que les dispositifs sont là, les personnes qui vont être visées vont s'étendre. Aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre 2001, il y a eu tout un ensemble de fichiers qui ont été créés, tout un ensemble de dispositifs, notamment qui comprennent de la délation, on y reviendra peut-être, et qui étaient censés se résumer à des suspects, etc. Qui a été fiché au final? Les militantes et les militants. Des gens pour leurs opinions politiques. Alors on pourrait citer aussi le fichage, dernier exemple, dernière actualité en date, le Conseil d'État donnait un avis favorable à 3 décrets élargissant les possibilités de fichage, autorisant les policiers et les gendarmes à faire mention des, je cite, opinions politiques, des, je cite, convictions philosophiques et religieuses et de, je cite, l'appartenance syndicale de leur cible. Est-ce que c'est grave? C'est grave. C'est grave, mais ça s'inscrit vraiment, déjà ça s'inscrit dans une histoire. Les militantes et les militants ont toujours été surveillés par les services de renseignement. Il ne faut pas oublier que l'objectif des renseignements généraux, au moins jusqu'en 1990, c'était de surveiller l'activité protestataire et l'activité contestataire. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les archives de la préfecture de police de Paris. J'ai trouvé des fiches sur des individus, notamment des avocats anticolonialistes, par exemple, qui défendaient des militants algériens. Ça a toujours été le cas, mais est-ce qu'il y a une sorte d'industrialisation aujourd'hui de tout ça? Il y a une accélération du procédé de fichage parce que l'État a besoin de récolter de plus en plus d'informations. On peut prendre la fiche S, par exemple, qui est utilisée contre des individus dits radicalisés, mais aussi contre des militants. Donc on voit qu'il y a une multiplication des fichages. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que le gouvernement, non seulement légalise des pratiques en fait, qui se font et qui doivent se faire, mais l'affiche. Et je crois que c'est un signal qui est envoyé à la population. Alors, c'est aussi, et on va continuer un petit peu, l'autre partie de votre réflexion, peut-être plus dérangeante pour nous collectivement, là on parle beaucoup de l'État et de ses méthodes de répression, mais plus dérangeante pour nous collectivement, c'est ce que vous appelez le développement dans nos démocraties d'une synoptique populaire, c'est-à-dire d'un système où une majorité de la population regarde et surveille quelques individus. À quoi vous faites référence précisément ? Je pense en réalité aux appels des policiers, du gouvernement à ce qu'une partie de la population surveille des individus déviants, anormaux, qui ont des pratiques suspectes. Et ça passe par quoi? Par les messages du gouvernement? Ça peut être des campagnes publicitaires. Par exemple, en Australie ou au Royaume-Uni, on envoie des kits ou des lettres à la maison, surveiller les individus qui ont un comportement suspect. Ça peut être dans des magasins des vidéos. Ça va être le message attentif ensemble quand on prend le métro. C'est tout un ensemble, là encore, de dispositifs qui vont nous inciter à nous surveiller les uns les autres, à se méfier des uns des autres et qui vont appeler en réalité à la délation. On a évidemment l'autosurveillance et la délation. L'autosurveillance et la délation sont vraiment 2 grands dispositifs de répression latérale aujourd'hui qui viennent servir la répression d'État. Et on le voit dans tous les domaines. On le voit dans la criminalité et la délinquance de droit commun. Alors ça, c'est par exemple aux États-Unis, vous avez des émissions, ou aussi en Angleterre, des émissions qui vous appellent à appeler si vous reconnaissez un homme parce que vous pourriez le mettre en prison. On vous incite à participer à l'enfermement de quelqu'un. Ça peut être, dans le cas du terrorisme bien sûr, d'abord repérer des individus qui pourraient passer à l'acte, puis des individus dits radicalisés. C'est les fameux signaux de radicalisation qu'on voit partout dans des guides de prévention de la radicalisation, sur Internet, qu'on envoie à certaines universités françaises. Ça s'est vu il y a 2 ans. Et puis ça va être aussi au moment du coronavirus, où on a vu la police d'Antibes appeler la population à dénoncer toute personne qui ne respecterait pas le confinement. Oui, puisque la situation sanitaire, en effet, vient se rajouter à tout ça et la gestion par le politique de la crise sanitaire. Alors, le tableau qu'on dresse, c'est assez sombre, tous les deux. Oui. Tous les deux, est-ce qu'il y a des motifs
d'espoir dans tout ça? Est-ce qu'en gros, c'est une tendance qui va s'accélérer nécessairement, ou est-ce qu'on peut sortir? De quelle façon? Ou est-ce que c'est irrémédiable? Qui veut répondre? Ce sera ma dernière question. Je peux répondre. Moi, j'ai toujours été très pessimiste, donc ça fait vraiment déjà de très nombreuses années que je le suis. Depuis l'état d'urgence, vraiment, je crois que l'état d'urgence en 2015 a déjà mis un coup à mon déjà faible optimisme. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose, c'est que les gouvernements, une fois qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, et c'est quasiment toujours le cas, passent leurs lois. Et on peut faire ce qu'on veut, les législations passent, sont votées. Et une fois qu'une législation est votée, on ne peut quasiment pas revenir en arrière. Ce qui laisse en fait un appareil répressif monstrueux aux autres personnes qui vont arriver plus tard. Il y a des motifs d'espoir, il y a toujours de la solidarité, de l'entraide. On peut penser, il y a aussi de la colère, il y a aussi de la révolte. On ne la voit pas en ce moment parce qu'on est étouffé par le contexte, mais les Gilets jaunes, elles montrent ça. Des volontés de lutte contre l'injustice sociale. On peut penser au comité Adama, qui fait énormément de travail, de visibilisation des violences policières, mais aussi de lien avec d'autres luttes. On peut penser à des groupes aussi, pourquoi pas, d'autodéfense, qui vont être solidaires entre eux et enfin récupérer cette notion de vigilance ou de sécurité à des fins d'entraide et de solidarité. Vous allez afficher si vous dites ça. C'est pas grave, je le suis probablement. On peut penser aussi aux colleuses d'affiches féministes qui vont visibiliser des formes de violence dont on ne parle pas. Donc il y a de la résistance et il y a de la résistance. Mais ces résistances, on veut les étouffer. David. Le 28 novembre dernier, il y a quand même eu à peu près 500 000 personnes dans les rues en France contre la loi sécurité globale. Alors évidemment, ça venait après les révélations de Michel Zecler, la vidéo, mais pas uniquement. Ça venait après le travail, je crois qu'il faut toujours le rappeler, de comités anti-répression, de comités de quartier, d'avocats, de chercheurs, de journalistes indépendants qui, depuis 10, 15, 20 ans, labouraient ce terrain-là. Puis tout d'un coup, il y a ce moment presque de grâce où ça apparaît, voilà. Donc il y a une résistance. Il y a une résistance quand même, 500 000 personnes, c'est pas rien. De mon point de vue, dans l'histoire des manifestations, ça fera partie des grandes manifestations comme la Marche des Beurs, etc. Maintenant, il y a effectivement une tentative de l'État de ficher d'être dans la répression et une résignation de la population. Et donc on a ces deux vecteurs-là sur lesquels il faut appuyer. Donc c'est un combat très difficile. Mais j'ai quand même l'impression que l'appel de la liberté gagnera. Bon, là, on peut que finir sur ces mots. En plus, pour un pessimiste comme toi, je trouve ça formidable. Non mais pourquoi? Parce que sur le pessimisme, j'ai toujours cette phrase de Pierre Naville, le grand surréaliste, qui disait « il faut organiser le pessimisme ». Eh bien, c'est ça. Il faut organiser la riposte. Bon, voilà. Merci à tous les deux. David Dufresne, on peut rappeler le titre de ton livre, Dernière sommation, paru chez Grasset, et vous, Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 8, vous avez publié La société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire aux éditions Textuelles. Vous restez avec moi 3 minutes pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, abonnez-vous et vous pourrez lire un point sur le Covid-19 de notre journaliste Caroline Coq-Chaudorge. Elle s'est penchée sur le variant anglais du virus plus contagieux qui se diffuse de manière incontrôlable sur les îles britanniques. En France, sa présence reste sous-estimée. Une nouvelle phase de l'épidémie qui s'ouvre donc encore plus périlleuse probablement. François Bonnet, lui, nous parle d'un des nombreux grands travaux de Joe Biden. Le nouveau président américain va-t-il enfin fermer la prison à ciel ouvert de Guantanamo? Outre de nombreux élus démocrates, Joe Biden devra affronter l'armée et la CIA pour obtenir la fin de ce scandale, écrit François Bonnet, et d'ailleurs peut-être aussi les Américains eux-mêmes, les citoyens, dont une partie est favorable à Guantanamo. Enfin, David Perrotin révèle qu'en plein confinement, un élu du Rassemblement national a organisé une soirée qui a abouti à une enquête judiciaire. L'eurodéputé Jérôme Rivière est soupçonné de tapage nocturne, d'injures publiques et de menaces de mort. Mediapart publie plusieurs vidéos qui prouvent tout ça. Voilà, merci à tous les deux. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée. Prenez soin de vous.